เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähl es in Keiras podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran radios. قول اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Bonjour Faiza. Bonjour. Bienvenue chez vous. Merci. Je vais vous présenter rapidement, même si je pense qu'il y a énormément de gens qui vous connaissent déjà. Alors pour vous présenter, je dirais Faiza Guène, c'est une auteure, c'est une actrice, c'est une réalisatrice, c'est une documentariste, c'est une scénariste, c'est une fille d'eux aussi, c'est une maman d'eux, c'est une femme d'eux, c'est une amie d'eux, et ainsi de suite. Je me suis toujours posé la question, est-ce que 24 heures, c'est suffisant pour être tout ça ? Waouh. C'est insuffisant pour être tout ça à la fois, je dirais. Mais en tout cas, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc c'est tout ce temps qu'il m'a fallu pour explorer différents aspects de ce qui est pour moi, en vrai, le cœur c'est d'avoir des choses à raconter. Et du coup, vous arrivez à le raconter un petit peu partout ou un petit peu ici et là ? Je l'ai souvent dit, mais j'ai eu le sentiment beaucoup que les choses, elles arrivaient un peu par accident. Et c'est pas du tout négatif quand je dis accident. Pour moi, il y a des accidents heureux. Mais j'ai toujours, en tout cas, eu à cœur de raconter. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé même par le dessin, en fait, plus jeune. J'ai fait un peu de vidéos, en effet, voilà, j'ai écrit. Mais pour moi, le fond, c'est que j'ai quelque chose dans le bide, dans le ventre, qui m'anime et que j'ai besoin de partager. Et que pour le moment, la manière la plus naturelle pour moi d'exprimer cette chose, c'est d'écrire. Donc je ne connaissais pas, moi, l'aspect dessin. C'est-à-dire que peut-être un jour, il y aurait une BD ou un roman dessiné. Ouais, j'aimerais bien un jour y venir. En fait, j'aime bien l'idée de me dire que je me refuse rien et que, comme d'autres, je m'autorise, tu vois, à être complexe et à avoir plusieurs cordes à mon arc, à pas me cantonner, en fait. Alors, Faiza, c'est 6 romans. Oui. Le premier 2004, le dernier est là maintenant. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, de me résumer vite fait chaque roman ? Je vais essayer. Je ne suis pas la meilleure dans l'exercice de pitcher, mais je vais essayer. Donc, mon premier roman, qui est sorti en 2004, Kiff Kiff Demain, qui a été le roman qui a fait mon succès, racontait l'histoire d'une adolescente qui se retrouvait du jour au lendemain en fait seule avec sa mère après le départ du père. Et elle vivait dans un quartier à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, et elle racontait un peu son quotidien. Donc c'était vraiment une sorte de journal intime très vivant de cette ado de 15 ans. Et on traversait avec elle une année scolaire. Ensuite, 2 ans plus tard, je publie un roman qui s'appelle Du rêve pour les oufs. Donc là, on est en 2006 et c'est des questions qui me traversent depuis longtemps et que j'ai un peu explorées dans les courts-métrages que j'ai réalisés avant. Mais là, j'avais envie de raconter ce que c'est d'être une jeune femme. Du coup, elle a 25 ans, ce personnage. Et elle raconte ce que c'est de se construire une identité en tant que jeune femme quand on vient d'un quartier dit sensible et qu'on a déjà, à l'époque, des origines. Donc elle est née en Algérie et elle raconte comment on traverse cette époque de la vie, là, la vingtaine, quand on doit être une mère, une sœur et qu'on est responsable de familia, je ne sais pas comment dire, qu'elle est pivot un peu dans sa famille. Donc elle s'occupe d'un papa qui a perdu la boule à la suite d'un accident de chantier et d'un petit frère qui est en train de vriller un peu. Donc c'était ça l'idée de ce roman. Et c'était... en même temps, il y a eu les révoltes de 2005 à la suite de la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Donc c'était une époque où moi, avec l'écriture de ce livre, j'ai mis le doigt sur des choses qui étaient très importantes pour moi. Après, il y a eu Les gens du Balto en 2008.
Et là, c'était comme une parodie d'un polar, parce que on a beaucoup dit que c'était... Faiz Again s'attaque au genre du polar, mais pas du tout. En fait, c'était vraiment un jeu pour moi. L'idée, c'était de parler de personnages qui étaient un peu en marge, en fait. C'est des gens qui vivent dans une ville imaginaire que j'ai appelée Joigny-les-Deux-Bouts, en bout de ligne de RER, et qui raconte un peu ce que c'est la solitude, le chômage, l'ennui, voilà un peu, c'est comme Affreux, Sale et Méchant en version grande banlieue, quoi. C'était ça l'idée. Mais de toute façon, c'est ce qui m'a toujours intéressée, c'est vraiment les personnages. Donc là, il y avait toute une galerie de portraits, c'est un roman polyphonique, il y a 8 voix qui s'expriment, et on a un peu tout dans ce roman. Et ça a dérouté beaucoup de gens parce que c'était très différent de ce que j'avais écrit avant. Mais pour moi, ça me permettait d'explorer ce truc qui était aussi... l'aspect vraiment de parler de la vie des prolos, quoi. Et ensuite, il y a eu 6 ans où j'ai pas écrit du tout, où j'ai vécu plein de trucs de mon côté. J'avais besoin de ce temps, en fait, pour arriver à Un homme, ça ne pleure pas, qui est le roman que j'ai publié en 2014, où là, pour moi, c'est un tournant, vraiment. C'est un tournant dans le sens où il m'a amené à comprendre ce qui m'habitait vraiment, et débarrassé de tout ce qu'il y a eu autour de mon succès, de l'histoire de la banlieue, etc. Là, j'ai compris avec Un homme, ça ne pleure pas que mon idée, et que ce qui m'habitait vraiment, ce qui m'animait, c'était de parler de transmission, d'héritage. Et donc ce roman, c'est vraiment pour moi celui qui m'a débarrassé de toutes ces choses qui me chargeaient, en fait, et qui m'empêchaient de trouver vraiment mon chemin en tant que romancière. Là, ça raconte l'histoire d'une famille, qui est la famille Chenoun, qui vit à Nice, qui est une famille algérienne. Et donc, l'idée, c'était de parler d'une fratrie dans laquelle il y a une grande sœur qui choisit la rupture, donc qui se démarque complètement de la tradition, des attaches familiales, etc., pour s'intégrer. Et la seconde sœur qui, elle, fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle reproduit... quasiment à la virgule le schéma familial. Et entre les deux, il y a le narrateur du roman qui s'appelle Mourad et qui, lui, cherche une alternative entre la rupture et la reproduction. Et donc, c'était toutes ces questions-là autour de l'identité et puis de la transmission, de l'héritage, etc., qui ont traversé ce roman-là. Voilà. Le précédent roman, c'est le dernier en date avant celui qui sort maintenant, c'est Millennium Blues qui est sorti en 2018. Et là, c'est pareil, j'avais envie de retraverser les 15 années qui étaient passées d'une manière assez frénétique et de parler de... C'est une histoire d'amitié, en fait, entre deux femmes, et cette amitié, elle traverse justement cette époque où il y a eu plein de moments très forts, collectivement, qu'on a vécu. Grosso modo, ça va de la fin des années 90 à nos jours. Et ça m'a permis, c'est comme un bilan ce roman, je sais pas comment dire, de traverser des grandes dates, tu vois, les attentats du 11 septembre, la Coupe du Monde 98, la période de la crise de la grippe A et tout ça, et qui était pour moi l'occasion en fait de faire des résonances entre des éléments politiques ou historiques, et de les faire résonner avec l'intimité du personnage de Zouzou. Et voilà, c'est comment elle passe de fillette à jeune fille à mère. Et ça me permettait de balayer en fait une époque qui pour moi a été assez fracassante. Voilà, donc là avec tout ça, on arrive au roman qui va sortir là en août, le 27, qui s'appelle La Discrétion. Et c'est encore une étape de mon chemin en fait, mais une étape pour moi qui est cruciale. Là, je le pitch, j'essaye, hein. C'est encore frais, donc c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. C'est l'histoire de Yamina, qui est une femme algérienne qui a 70 ans, au moment où le roman démarre, et elle vit à Aubervilliers avec ses 4 enfants et son mari. Et donc c'est une femme, une mère, comme on peut parfois les imaginer, c'est-à-dire discrète, qui a une vie assez simple, qui même pourrait avoir l'air effacée. Et mon idée, c'est d'aller remonter à sa naissance en Algérie en 1949, à l'époque où l'Algérie est encore colonisée, et traverser sa vie de femme, c'est-à-dire au-delà d'être une mère discrète, qui est cette femme et comment
qu'est-ce qui se passe entre la naissance de cette femme dans un village à l'ouest de l'Algérie en 1949 à aujourd'hui, où elle a 70 ans, elle vit à Aubervilliers. Qu'est-ce que c'est que cette existence et comment tout ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire qu'elle a traversé des moments de l'histoire très importants, elle a connu l'exil, etc. Comment ça résonne sur ces enfants qui sont aujourd'hui des enfants nés en France et élevés en France. Quels impacts ça a sur eux. Donc voilà, pour moi, c'est comme une saga dans une famille où il y a de la politique dans l'intime. Et ça me permettait en même temps de rendre hommage à nos mères, à la mienne en premier et aux autres aussi, et de raconter qu'elles sont des héroïnes invisibilisées. Justement, tu dédicaces le livre à ma mère et à toutes nos mères. Ouais. Est-ce qu'on peut parler du choix du titre ? Oui. C'est marrant parce que moi, le titre, c'est toujours un peu problématique pour moi. Ça vient toujours souvent, à part Kiff Kiff Demain. C'est-à-dire que ça, c'était tout de suite. Mais tous les autres romans, j'ai mis du temps à trouver le titre. Souvent, c'est arrivé à la fin de l'écriture. Mais là, la discrétion, je pourrais pas raconter exactement comment c'est né, comment j'ai eu l'idée de ce titre. Mais je vois pas comment j'aurais pu faire mieux par rapport à ce que j'ai envie de raconter. Parce que la discrétion, c'est en même temps quelque chose qui peut apparaître comme de la faiblesse, comme de la fragilité. Et en même temps, c'est inouï, comme c'est empreint de dignité d'être discret. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui pour moi, est fidèle à ce que j'ai envie de raconter de ce personnage. C'est marrant parce que ce titre-là, moi, il m'a fait penser à ce qu'on entend de temps en temps de certains racistes français concernant les enfants, comme ils appellent la deuxième génération, même si ce n'est pas tout le temps vrai, où ils reprochent à ces enfants-là de ne pas être discrets comme l'ont été leurs parents. Comparativement à la génération de nos parents, de la première génération d'exilés, c'est évident qu'on n'est pas discret, c'est-à-dire que là, on existe, on est visible, enfin plus ou moins, mais on est là et on se fait remarquer. Et il va falloir s'habituer à l'idée qu'on est là et qu'on n'a plus envie d'être discret, de la même manière qu'avec des épisodes de l'histoire algérienne, par exemple, où... je pense au 17 octobre 61, qui est pour moi un truc fondateur, qui a été un épisode de l'histoire qui m'a marqué à titre individuel parce qu'il y a un rapport avec mon père, etc. Mais bon, là maintenant, nous on s'est nagé, on a appris. Et on a appris aussi à lever la tête, à plus être justement dans cette espèce de crainte, d'effacement, etc. Et ça... Je pense que on est, nous, la génération qui avons envie de dire, si eux ont baissé la tête et si eux ont eu cette vie, c'est aussi pour permettre que nous, on puisse lever le menton et avoir une vie différente. Et ces sacrifices, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est une force. Et moi, je parle beaucoup du capital dignité qui nous a été légué par nos parents. Alors justement, la discrétion qui est personnifiée par le personnage principal du roman, où je pense qu'on va vous demander, on vous a déjà demandé, si cette Yamina, c'est votre maman ou si c'est un personnage fictif. C'est un personnage fictif, Yamina. C'est pas tout à fait ma maman, même si c'est largement inspiré des événements qu'elle a pu traverser dans sa vie, surtout par rapport à l'histoire coloniale. Donc oui, et après clairement pour moi c'est un hommage à ma mère et c'est évident que j'avais envie de raconter cette histoire aussi pour ça. Mais pour moi elle pourrait être tellement de mères en fait, tellement de femmes différentes, elle pourrait... donc j'avais envie d'aller au-delà de l'hommage personnel et de l'histoire personnelle. C'est pas tant pour raconter l'histoire de ma famille que j'ai écrit ce roman, mais c'est pour redonner de la grandeur à ces personnages qu'on a effacés, qu'on a invisibilisés, qu'on a réduits au silence. Voilà, donc l'idée c'est un hommage un peu plus grand, un peu plus général que juste l'hommage à ma propre mère. Est-ce qu'on peut élargir un petit peu le prénom de Yamina, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait être, selon vous, Lucinda,
Mayline, c'est-à-dire toutes les différentes vagues d'immigration française, qu'elles soient asiatiques, ibériques, que ce soit espagnol, portugais ou italienne. Alors, pour moi, à la fois, j'ai envie aussi de mettre en avant cette dimension universelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'élever des enfants dans un endroit, dans un lieu où on n'a aucun code, où on parle peut-être pas la langue, comment c'est d'être exilé, qu'est-ce que ça fait dans l'intimité d'une vie de femme, de suivre un homme et d'arriver dans un endroit qu'on n'imaginait pas du tout, bâtir sa vie avec aucun repère. Ça, je pense que c'est très universel. Mais j'avais aussi envie quand même d'insister sur la dimension singulière de l'histoire algérienne et de la dimension singulière d'élever ses enfants dans un pays qui a colonisé votre pays et dans lequel vous avez grandi. Il va falloir élever ces enfants-là dans un lieu où c'est quand même très complexe et très singulier, très particulier comme histoire. Donc là, Yamina, dans le roman, c'est la fille d'un moujahid, d'un combattant du Front national de libération qui quand même s'est battu pour libérer son pays de la colonisation française. Et alors, quelques années plus tard, il la marie avec un homme qui vit en France et elle va s'installer en France. Et cette particularité-là, elle est quand même... c'est pas anodin, quoi. J'avais envie de comprendre aussi quels sont les mécanismes qui s'enclenchent quand vous allez vous installer dans le pays que votre père a quelque part a chassé du sien. C'est assez complexe et particulier. Mais c'est vrai que pour les lecteurs qui ne sont pas forcément familiers de cette histoire, il y a quand même plein d'aspects, plein de dimensions dans lesquelles ils peuvent se retrouver et auxquelles ils peuvent s'identifier. Parce qu'en effet, c'est aussi la vie d'une femme avec plein d'histoires qui sont partagées. C'est-à-dire aussi il y a la dimension de l'héritage, de la filiation, de ce que c'est se construire en abandonnant certains rêves. On est dans le prolétariat, on est dans la pauvreté, on est dans construire une famille avec très peu. Et comment finalement on donne de l'amour à ses enfants alors que c'est très difficile, le contexte est difficile. Il y a toutes ces dimensions, je pense, qui sont au-delà de l'histoire singulière de la colonisation algérienne, mais qui peuvent parler à tout le monde. Alors justement, le personnage principal, c'est la maman. Et du début à la fin, c'est un petit peu le satellite du roman. Et il y a tout ce qu'il y a autour de cette maman-là. Donc il y a les enfants, ses enfants à elle. Il y a son mari. Il y a son voisinage qui est plus ou moins présent. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'un roman pareil, polyphonique ou pas ? C'est le premier roman que j'écris à la 3e personne. Donc je pense que c'est un signe assez fort parce que j'ai l'impression d'avoir pris un peu de recul et d'avoir osé pour la première fois dresser un tableau sans avoir quelque chose entre l'histoire et moi qui soit poli, quoi. Je sais pas comment dire là. Donc je pense qu'on peut plutôt parler, pas d'un roman polyphonique, parce qu'il y a une voix, c'est une voix générale qui raconte l'histoire de cette famille. Mais par contre, il y a plein de dimensions différentes. Et là, on parlait de satellite, mais moi, je dirais que elle, c'est le soleil dans son système dans son système solaire, et qu'il y a plein de planètes qui gravitent autour d'elle, et que ces petites planètes, ce sont ses enfants et son entourage, son mari, sa famille, etc. Donc c'est quand même elle qui éclaire tout le monde. C'est-à-dire que c'est comment elle rayonne sur les autres qui m'intéressait. C'est comment son histoire, sa personnalité, etc. impacte ses enfants, son mari, sa famille, etc. Donc on peut dire qu'il y a ce narrateur qui raconte justement ces histoires-là, mais que le point central, ça reste tout le temps Yamina. Absolument. C'est elle le point central, et d'ailleurs... c'est le point central dans l'éducation des enfants, c'est le point central pour moi dans la société française. Cette mère qui est à l'image d'autres mères, qui a fait tenir debout une génération justement dans l'effacement, dans la discrétion et ce mérite et ce courage-là, j'avais envie de les saluer aussi.
Cette maman, Yamina, elle parle moins, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'elle, mais elle parle pas tant d'elle. Donc c'est un choix, c'est C'est en tout cas le choix qui est fait là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire d'une part d'être indulgent envers cette femme et de réussir à voir autre chose que cette image de cette femme invisible, voilà, qui aurait... moi, j'avais envie qu'on creuse, justement, et raconter son histoire, sans forcément la faire parler, elle, raconter ses histoires à travers le regard de ses enfants, par exemple. Ça m'intéresse parfois avec la neutralité, c'est-à-dire raconter une scène brève, par exemple, qui se passe pendant qu'elle est petite fille en Algérie, quand il y a les soldats algériens qui rentrent dans la Mechta et qu'elle voit une scène que je ne vais pas déflorer, mais elle voit ça et elle est petite fille, et je dis que son enfance a cessé à ce moment-là. Ça explique tellement de choses après sur sa vie d'adulte et sa vie de mère, etc. Donc moi, j'avais envie d'aller chercher ça. Et c'est des choses que la pudeur et la réserve et la dignité de cette femme ne permettent pas qu'elle les raconte elle-même, en fait. C'est ça, c'est qu'à la fois, elle a cette pudeur, elle a cette dignité qui font qu'elle ne veut pas être dans la complainte, donc il y a des choses qu'elle ne raconterait pas elle-même. Et c'est pour ça que voilà, c'est moi qui les raconte là. Ou ce sont ses enfants qui les racontent autrement, mais de qui elle est. D'ailleurs, il y a une phrase, pour moi, qui est marquante dans le roman, pour moi, en tout cas, quand je l'ai écrite, c'était vraiment... ses enfants, eux, savent qui elle est, ce qu'elle a traversé, et ils exigent que le monde entier le sache aussi. Parce que le monde devrait savoir ce que ces femmes ont vécu, ce qu'elles ont traversé. Pour comprendre le monde actuel, on devrait comprendre ça, on devrait s'y intéresser un peu plus. très bien. Bon, comme le livre est à paraître et qu'on a quand même envie que les gens le découvrent, qu'on ne va pas spoiler, comme on dit d'une manière générale, on ne va pas en dire plus, même si on va aborder de temps en temps les thèmes qui sont quand même abordés dans le livre. Moi, je vais quand même parler, ce qui m'intéresse aussi, en tant qu'amoureuse de livres, mais n'ayant jamais écrit, n'ayant jamais voulu écrire. Mais il y a tout cet univers qu'on fantasme, cet univers de littérature, de livres, de stylos, d'ordinateurs, de papier, tout ça. Je me suis souvent posé la question, mais c'est quoi la vie des auteurs? À quoi ça ressemble? Moi, je vais calmer rapidement le fantasme, je vous le dis tout de suite, je préfère prévenir. En fait, ça ressemble en tout cas à la mienne, parce que moi, je suis dans une démarche d'honnêteté absolue. J'ai pas envie de cultiver le mythe français de l'écrivain qu'on sacralise absolument, et dans le geste de l'écriture qui serait quelque chose réservé à, tu vois, comme si tu es touché par la grâce. C'est pas vraiment ma réalité, mais je sais quand même qu'il y a quelque chose qui dépasse les explications rationnelles, parce que j'ai ça dans le ventre depuis que je suis petite, et donc je me dis c'est pas... et puis rien ne me destinait à faire ça, évidemment, compte tenu de mon parcours. Moi, voilà, rien n'était fait pour que je sois publiée, en tous les cas. Mais en tout cas, il y a une longue tradition de raconteurs, d'histoires dans ma famille, et donc on a quand même cette dimension qui existe et qui explique pourquoi aujourd'hui sauf que j'ai un outil qui n'est pas mon outil d'origine. Mais c'est vrai qu'après, le quotidien, je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on vit, c'est-à-dire d'où on vient, dans quelle catégorie sociale, à quelle catégorie sociale on appartient, et le mode de vie. Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire tourner toute leur existence autour du fait d'écrire. Moi, j'en ai pas eu la possibilité toute ma vie. J'ai eu des responsabilités, je viens pas du sérail. Donc, tout le mythe, je trouve très élitiste autour de l'écriture. Moi, j'ai pas envie de le continuer à l'entretenir. J'écris quand c'est possible. Je vais pas attendre que ça vienne, c'est-à-dire je me suis jamais, dans mon souvenir, installée devant mon ordinateur ou devant mon carnet avec un stylo en cherchant quoi dire. Ça, c'est quelque chose, c'est une démarche pour moi, et vraiment, je vous jure,
qui me paraît complètement absurde. Et je dis ça sans jugement, c'est-à-dire que pour moi, en tout cas, je vois pas... C'est comme si on faisait les choses à l'envers, en fait. C'est commencer par le dessert à table, tu vois. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a d'abord quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui éclaire, qui fait comme une lumière, qui fait comme quelque chose qui arrive. Et c'est ce mouvement-là qui va me faire... c'est genre, j'ai faim, et après, je vais manger. Enfin, je mange en espérant avoir faim. Pour moi, c'est pas l'appétit vient en mangeant, c'est mange. Et tu vois, il y a un truc qui est de cet ordre-là, pour moi, qui est plus naturel. Donc, il se peut que des jours entiers et des semaines entières, et voire des mois entiers ou des années entières, j'ai pas écrit une ligne. Mais en fait, j'ai emmagasiné. Il s'est passé des trucs et j'ai confiance dans cette chose qui est en train de se passer. Et comme j'ai confiance dans cette chose qui est en train de se passer, le moment viendra, en fait. C'est parce que j'écris pas pour publier. J'écris parce que c'est comme ça. C'est un cadeau. Et parfois, je n'écris pas. Mais ça veut pas dire qu'il se passe rien. Et pour moi, c'est tellement un espace que je veux préserver. C'est un lieu que je veux préserver. Et j'ai réussi à formuler cette phrase il y a pas si longtemps et j'ai pas réussi à le faire pendant longtemps. Mais pour moi, c'est mon chez-moi. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les questions d'identité, d'où tu viens et tout. Moi, je rentre chez moi quand j'écris. C'est vraiment un truc, un refuge que je veux préserver. Et du coup, j'ai pas envie de mettre de pression, de me dire si j'écris pas, c'est horrible. Ça va venir, j'ai confiance. C'est vraiment l'endroit où je me sens hyper bien. Où j'ai l'impression que c'est non seulement c'est utile, ça me fait du bien. J'ai l'impression que c'est là que j'existe le mieux, en fait, la manière la plus complète. Donc voilà. Donc on attend que cette fulgurance arrive, et quand elle arrive, à ce moment-là, vous vous mettez à écrire sur ordinateur, sur papier, sur... Bah, ça dépend. Si j'ai l'ordinateur, je peux taper sur l'ordinateur. Souvent, j'ai des carnets qui sont entamés, pas finis, avec des notes, avec des phrases, sans forcément... il n'y a pas forcément un cadre. Je sais même pas où je vais. Et les 6 romans que j'écris, je les écris de la même manière, c'est-à-dire dans cette impulsion-là, sans savoir où j'allais, sans savoir comment j'allais terminer. Parfois, c'est vraiment des images, des intuitions, des odeurs, des choses très... Je sais pas comment dire, qui relèvent de ce truc-là, sans forcément un plan. Et je me suis jamais dit, tiens, je vais écrire sur tel sujet. Ça, c'est pareil. Je me suis jamais dit... Après, si jamais on me fait, je sais pas, on commande un texte et qu'on me dit on aimerait que tu écrives là-dessus, oui, mais sinon, de mon écriture à moi, j'ai pas de... C'est pas prémédité. Donc, à quel moment, sur les 6 romans, vous avez compris quel était votre mode d'écriture ? En fait, j'ai compris beaucoup de choses au moment où j'ai réglé la question de la légitimité. Parce que, bon, en effet, je l'ai déjà dit, je suis pas issue du sérail, j'ai rien à foutre dans ce milieu littéraire, rien n'était prévu pour que je devienne romancière. Donc pendant longtemps, j'ai côtoyé, je vais pas dire fréquenté parce que je suis jamais allée jusque-là, mais j'ai côtoyé le milieu littéraire, j'ai vu d'autres écrivains, je les ai écoutés parler, je les ai vus faire et tout, et je me suis dit, je suis la mauvaise élève de la classe, moi je fais pas du tout ça. Tu vois, tous les trucs sur la routine de l'écrivain. Alors, il faut marcher dans la forêt pendant 3 heures. Après, je sais pas quoi, écrire tous les jours pendant au moins tant de temps. Et il n'y a rien qui correspondait à ce que je faisais. Donc, à un moment, je me suis même... j'ai eu ce truc un peu de complexer, quoi, de me dire, mais je crois que... C'est quoi, c'est ça un vrai écrivain ? Mais c'est pas du tout moi, quoi. Je suis pas du tout dans ce cadre-là. Et en fait, j'ai compris... Bon, d'abord, il y a 90% de bluffeurs qui mentent. Après, il y a aussi des gens qui empruntent cette posture pour avoir l'impression d'être un vrai écrivain, donc d'avoir quelque chose à dire. Mais maintenant, je suis tellement lucide, je me dis, mais en fait, ça veut rien dire. Et puis ça, c'est des routines d'écrivains, hommes, blancs, qui ont de l'oseille, tu vois. C'est pas ma routine à moi. Moi, j'aimerais bien pouvoir marcher dans la forêt pendant 2 heures, Zama, sans penser à rien, mais c'est pas mon cas. Donc, voilà. Et franchement, sans complexe et sans... J'ai mis 10 ans, hein, avant de dire déjà, je suis écrivain, c'est mon métier. Mais maintenant, j'ai juste compris que c'était pas ma façon de faire et que c'était pas ma manière d'écrire. Et que ma manière d'écrire, en fait, elle est géniale. Elle est trop bien, en fait. C'est juste la manière qui fait que je me sens libre. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et tant pis pour les années que j'ai mis à comprendre ce truc, mais je suis hyper libre dans ma manière de faire.
Et justement, le fait que vous disiez tout à l'heure, vous rentrez chez vous quand vous commencez à écrire, finalement, votre chez vous, c'est pas un bureau avec des feuilles, un stylo, dans lequel vous devez vous enfermer pendant 6 heures par jour. Votre chez vous, il peut être n'importe où. Ouais, parce que c'est un chez moi, c'est un lieu intérieur. Donc oui, c'est toujours mieux d'avoir quand même, parce que ça fait du bien, d'avoir un espace physique consacré. C'est-à-dire que c'est mieux parce que c'est plus confortable et parce que ça aide à justement ce truc de légitimité, de dire voilà, c'est mon métier, j'ai un bureau, j'ai un endroit dans lequel je peux m'isoler, je peux demander du calme et je peux travailler, je peux me créer une atmosphère. Ça vient après, mais en vrai, le lieu, il est à l'intérieur. Donc ça m'inquiète pas si demain j'ai plus de bureau, j'ai pas d'ordinateur, ça n'entravera pas ma démarche, mon processus créatif. Bon, alors moi j'avais des questions à poser, mais beaucoup ont été répondues en amont. Étant donné que je suis tellement bavarde. Mais non, mais pas du tout. Donc à la question comment écrivez-vous, on le sait. Quand écrivez-vous, on le devine, un peu n'importe quand. Pas de règle. Voilà. Comment pensez-vous une histoire ? Finalement non, c'est pas Je la pense pas, je la sens, l'histoire. C'est ça toute la différence. Sentir l'histoire. Et comment les personnages arrivent dans cette histoire que vous sentez ? Ou ressentez, ou pressentez ? C'est pareil, en fait, finalement, comme dans la vie, moi, je suis pas du genre à envoyer des cartons d'invitation avec un coupon réponse, tu vois, quand... c'est pareil, ils s'invitent à ma table sans forcément prévenir. C'est des gens qui arrivent à l'improviste avec un plat, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, quand mes personnages, ils arrivent dans mon esprit. Parfois, c'est inattendu, ça peut être... quelque chose de très vague qui va faire naître, qui va faire germer quelque chose. Et puis après, je vais comprendre que c'est la construction de ce personnage. Parfois, c'est la voix, parfois... C'est vraiment toujours dans les sens. C'est pas dans la raison. Après, l'intellect, il se met en place pour raconter, pour créer la structure du texte et tout. Mais tout ça, c'est très intuitif pour moi encore. Alors justement, souvent, on demande aux auteurs comment les personnages les habitent. Et une fois, donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est, donc là, vous venez de décrire comment ils arrivent chez vous, mais une fois qu'on a écrit le roman, c'est comment ils s'installent et à quel moment ils partent et puis ils vous laissent. Ou est-ce qu'ils partent ? Peut-être qu'ils restent même. Si je devais continuer dans mon image, là, je dirais que ces personnages, quand ils arrivent, ils s'installent. Parfois, ils restent un long moment, parfois pas très longtemps, mais... C'est comme s'ils recommandaient ma table à d'autres personnages qui arrivent. Parce que chacun permet à l'autre de se construire. C'est-à-dire, avec les romans, à chaque roman, je me suis rapprochée de ma table idéale. Vous voyez ce que je veux dire ? Y a des personnages qui vont en inviter d'autres, peut-être plus complets, avec des dimensions et des complexités plus fortes. Parce que j'ai souvent dit ça, mais vraiment, je crois que c'est ça. Qu'à chaque roman, je me rapproche... du roman que je rêve d'écrire. Je me rapproche de ce que j'ai envie de raconter. Et c'est c'est des étapes à chaque fois. Donc, voilà. Alors moi, maintenant, j'ai plutôt posé une question sur l'écriture. Quand on vous lit, quel que soit le roman, on prend à n'importe quelle page, on le lit en entier, on les lit les uns après les autres. On sent que votre écriture, elle paraît simple, elle paraît... fluide, elle paraît évidente et comme si c'était facile d'écrire simplement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce que même avoir cette sensation de simplicité, sans que ce soit négatif, dans l'écriture, dans la lecture, est-ce que l'écriture est aussi simple qu'elle ne paraît ? Non. Si je vais être honnête, au contraire, je trouve ça... difficile de travailler dans ce sens, c'est-à-dire et pas forcément naturel. C'est-à-dire que peut-être moi, dans certains romans que je lis, je peux trouver un certain penchant pour rendre les choses un peu inaccessibles, pour avoir l'impression de bien écrire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et moi qui me plaît pas. Donc pour moi, rendre les choses simples, au contraire, c'est ça la démarche qui est un peu compliquée. J'ai souvent dit ça, mais c'est vrai, c'est pareil, c'est l'image qui me venait pour dire à quel point, pour moi, que ça ait l'air simple, ça fait une magie.
parce que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une émotion qui est en train d'arriver là, tu vois, parce que c'est simple et parce que l'accès il est facile à cette émotion. Et c'est la même chose quand Zidane joue au foot. En fait, c'est hyper technique, mais ça a l'air trop facile et du coup, tous les gamins, ils ont envie de jouer au foot. Et c'est ça, moi, que je veux dans ma littérature, c'est que on voit jamais j'ai pas envie qu'on voit les tâches, la sueur, la galère. Non, je veux que ça ait l'air simple et que ce soit beau et que ce soit intense. Et que, en fait, entre mon émotion et le lecteur, il n'y ait pas 1000 codes et cadenas, en fait. Ça, que ce soit direct comme lien, comme relation. Et du coup, c'est dans la douleur, c'est dans... On écrit, puis après on revient dessus, ou c'est du premier jet, c'est plutôt dans la réflexion. Est-ce qu'on gomme? Est-ce qu'on fait des tirets? C'est vrai que c'est assez... Ça varie d'un roman à l'autre, d'un état d'esprit à l'autre, d'un moment de ma vie à un autre. Ça c'est assez variable. C'est-à-dire ce truc précis de se dire... comment je me sens quand j'écris, est-ce que j'ai besoin de travailler beaucoup, est-ce que j'ai besoin de réfléchir avant, ça c'est vraiment variable parce que en fait ce roman La Discrétion il m'a fait mentir sur pas mal de points parce que j'ai toujours dit et toujours affirmé et c'était vrai jusque-là, c'est que moi j'avais besoin déjà de me sentir bien pour écrire, ça reste, j'ai besoin d'être dans une bonne condition. J'écris pas dans la douleur, j'ai pas du tout le rapport à l'écriture, pour moi il n'est pas thérapeutique, mais ce roman, il a secoué tellement de choses en moi que je dois avouer que pendant l'écriture, j'ai eu vraiment des moments où l'émotion, elle était très forte. Et j'ai eu même des douleurs physiques, genre au plexus. Ça a été laborieux dans le sens de... Je suis allée chercher des choses vraiment qui étaient profondes. Des émotions, en tout cas, qui étaient assez profondes. Et du coup, faire émerger ça c'est coûteux parfois. Donc, il y a eu des moments où j'ai débordé. J'avais l'impression de trouver enfin les mots justes pour dire des choses qui étaient enfouies depuis tellement longtemps, des émotions qui étaient assez fortes, quoi. Donc ça a été une expérience intense dans ce sens-là, cette écriture. Mais pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir mal pour écrire et ça rend pas le texte meilleur de chialer du sang, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se faire du mal. Enfin, il n'y a aucune corrélation entre la qualité d'un texte et à quel point on a eu mal en l'écrivant. Et parfois les choses elles arrivent d'une manière assez facile et assez fluide, ça peut arriver. Il y a des chapitres que j'ai écrits, des pages entières, qui sont arrivées tellement facilement, mais parce que peut-être en amont, j'ai emmagasiné des choses, il s'est passé des choses en moi qui font que c'était prêt. C'était prêt quand c'est sorti. On peut parler d'accouchement? Ah ouais, carrément, ouais. Et j'en ai vécu un déjà, donc je peux dire, franchement, Avant, j'entendais Amélie Nothomb parler de ça. J'ai accouché de mon 20e enfant et tout, et je trouvais ça un peu, avec tout le respect que je lui dois, un peu risible, quoi. Je me disais, ah, ça va, n'importe quoi. Et en fait, je comprends l'image, quoi. Je la comprends. Très souvent, on entend des artistes qui n'aiment pas parler de leur création, quel que soit le type d'artiste. Parce qu'ils ont peur de malédiction, ils ont peur qu'on leur vole leur idée. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que pendant que vous écriviez, ou avant, ou pendant, est-ce que vous êtes de ceux qui partagent ou ceux qui gardent? Alors, il y a deux choses. D'abord, je ne suis pas du tout superstitieuse. C'est-à-dire que je ne me dis pas, si j'en parle, j'ai pas peur qu'on me vole mon âme. Donc non, au contraire, je suis plutôt dans le partage, quand il y a des choses qui sont en train de se construire. Si vraiment j'en parle pas, c'est que j'ai pas encore, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une démarche assez intuitive de l'écriture et que j'écris au fil de la plume, c'est toujours un peu difficile de parler de quelque chose qui n'est pas encore abouti dans son esprit. Donc je vais être confuse si j'en parle. Donc c'est plutôt de cet ordre-là. Sinon, j'ai aucun mal à partager, au contraire. Après, il faut dire la vérité, autant il y a plein de domaines dans lesquels j'ai pas forcément cette confiance-là, mais dans mon texte, même si je raconte l'histoire, j'ai confiance dans ma manière de la raconter. Et je me dis pas, on va me voler ma façon de le raconter, tu vois. Donc ça me fait pas peur. Ok, donc vous pouvez partager... sans problème. Avec des auteurs ou pas? Mais ils me demandent pas trop, donc ça va, tu vois. Ça intéresse. Non, mais en vrai, j'ai aucune difficulté à... Au contraire. Difficulté ou besoin? C'est peut-être une question de besoin aussi. Peut-être que vous n'avez pas besoin de partager, il n'y a pas de questionnement, quoi. Il y a juste un accouchement et vous n'avez pas besoin de sage-femme à ce moment-là. Non, il y a des étapes de l'écriture, mais c'est déjà un peu construit pour que je le fasse. C'est-à-dire que j'ai besoin de rebondir parce que
Le formuler, ça aide aussi à ce que les choses se mettent en place dans l'esprit. Et après, c'est plutôt avec des gens qui ont un regard, une vision, et avec qui je vais partager ça. Je vais pas... Voilà, il y a des gens autour de moi, proches, qui ont une vision qui va combler quelque chose, qui va m'intéresser. Je sais qu'ils ont la même sensibilité que moi sur certains sujets, donc je peux, ou sur l'écriture. Donc du coup, je peux partager avec ces gens-là, avec mon entourage. Besoin de lire à voix haute les écrits? Ça, j'ai encore ça. J'ai encore le souci de lire à haute voix parce qu'il y a une musique dans mes textes et je suis une autodidacte, donc j'ai besoin de... Je pourrais pas dire comment et tout, mais je sais qu'il y a des endroits où je peux écouter des fausses notes. Je peux pas dire pourquoi j'ai besoin de corriger tel mot, mais je sais que ça sonne pas. Comme si c'était de la musique. Très bien. Je suppose que vous avez des auteurs préférés. Oui. Qui sont-ils? Bon, j'ai un auteur que d'ailleurs j'ai cité dans le roman. J'ai écrit un extrait d'un texte, c'est James Baldwin, pour qui j'ai un amour incroyable. C'est quelqu'un c'est un auteur qui me bouleverse. Je sais pas comment dire autrement. Donc j'ai cité Baldwin parce que j'avais l'impression qu'en une phrase, en fait, il avait résumé mon roman entier. Je peux faire la citation? Absolument. Donc la citation, c'est un extrait de La prochaine fois le feu, où Baldwin écrit « Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque. Et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. » J'ai l'impression que pour moi, je pourrais résumer le roman avec cet extrait, simplement. C'est un auteur que j'ai pas découvert avant, je dirais, il y a 5 ans. Et ça m'a... je sais pas comment dire, non seulement ça m'a bouleversée, mais en plus, ça m'a consolée. C'est-à-dire que ce qu'il dit de lui, de son écriture... Je me souviens d'avoir vu un documentaire sur sa vie il y a quelques années et d'avoir fondu en larmes, d'être en sanglots tout le long, tellement j'ai l'impression que là, on dépasse le truc de la situation de cet écrivain, c'est-à-dire social, culturel. C'est vraiment sa sensibilité. Je me suis dit, en fait, moi, si je dois appartenir, je veux appartenir à une famille de gens qui ont cette sensibilité du monde, quoi. Au-delà du fait de venir de tel ou tel pays ou d'avoir telle ou telle religion ou tel genre, tel truc. Vraiment, c'est cette sensibilité qui m'a touchée. Et il parle de lui comme un témoin. Et ça m'a parlé, ça a vraiment résonné très très fort en moi, ça. Qu'il était un témoin. Et ça veut dire quoi que, puisque l'extrait que vous venez de lire, il est avant que le roman commence, ce passage-là, il pourrait concerner qui? Yamina, ses enfants, les deux? Cet extrait concerne absolument Yamina, c'est-à-dire, quand je parle de nos mères, ça parle de nos mères, ça. C'est comment on fait pour élever ses enfants avec de la bienveillance et de l'amour, et comment on fait pour les enjoindre à aimer les autres sans aucune rancune. C'est-à-dire, c'est ce que je dis d'elle dans le roman, je dis elle a une poitrine débarrassée de toute rancœur. En fait, c'est vraiment comme, je voulais insister là-dessus, c'est que c'est miraculeux de réussir à faire ça. Vous êtes maman vous-même? Oui. Vous vous en sentez capable? En élevant ma fille, je me rends compte à quel point c'est difficile. À quel point ça demande beaucoup de noblesse d'âme, de pas être dans le ressentiment. Parce que parfois, c'est un ressentiment qui est légitime, qui est compréhensible. Et donc, on a envie aussi que chaque génération soit plus digne, soit meilleure, et en fait, soit dans le bien-être. Et se déleste de toutes ces choses qui nous ont chargés, nous, par exemple, ou nos parents. Donc, j'ai pas envie de transmettre de la rancœur à ma fille, évidemment que non.
Et justement, ça, c'est une vraie inspiration pour moi. Une vraie inspiration que celle de l'éducation de nos mères. En tout cas, ouais, je me pose beaucoup de questions maintenant parce que j'ai pas envie de la rendre aveugle aux choses qui existent. C'est-à-dire, pour moi, c'est important que ma fille, elle sache dans quel monde elle est, qu'elle n'ait pas de déception, parce que quand même, on a eu beaucoup de désillusions, parce que cette charité miraculeuse dont il est question, elle peut ressembler à du déni parfois. Et donc c'est dur d'entrer au monde avec toutes ces promesses et toute cette candeur, et d'être ramené à des choses très dures, et de vivre l'abandon et le rejet, et d'être ramené de manière assez violente à qui on est, à d'où on vient, parce qu'on espère, quand on a ce type d'éducation, on espère que le monde entier ressemble au petit appartement dans lequel on a grandi. Et c'est qu'il y a un cocon, en fait, où il y a plein d'amour, plein de respect, et qu'on s'estime les uns les autres. Et j'ai souvent dit, ma mère, elle m'a beaucoup dit, beaucoup, faut être gentil avec tout le monde. Et cette phrase, c'était vraiment la phrase de mon enfance. Si je dois en retenir qu'une, c'est celle-là. Il faut être gentil avec tout le monde. C'est ce truc qu'elle nous disait souvent. Et puis un jour, elle l'a dit à ma fille. Et je me suis crispée. Je lui ai dit non, il faut être gentil avec les gens qui sont gentils avec toi. C'est-à-dire qu'il faut être gentil avec les gens qui méritent ta gentillesse. Et peut-être que ma fille, elle dira autre chose à la sienne. Elle va ajouter un complément ou supprimer quelque chose qui est de trop dans... Mais bon, l'idée, c'est ça, c'est de continuer en rendant les choses plus en phase avec la réalité et avec le réel qui est là, quoi, qu'on traverse. Je vous souhaite d'être à la hauteur de James Baldwin et de cet extrait-là. Moi, il y a une autre référence, un autre passage, et qui n'est pas anodin, parce que finalement, il y en a deux. Il y a James Baldwin et Frantz Fanon. Et je vais la lire, si ça ne vous dérange pas. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Et ça, c'est dans Les damnés de la terre. Je suppose que ce n'est pas par hasard qu'on cite Frantz Fanon. C'est jamais par hasard qu'on cite Frantz Fanon. Ben, ça me paraît... En fait, pour moi, c'est tellement... J'ai lu ces textes comme des coups de poing. C'est-à-dire à la fois des coups de poing de beauté et de violence de ce que ça raconte. Donc ça me paraît presque indécent de commenter cet extrait, quoi. Ça me paraît tellement évident. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est encore là. C'est-à-dire c'est encore à quel point ça fait écho avec ce qu'on vit et ce qu'on traverse. Et peut-être nos générations en particulier. Mais quand saurons-nous si on remplit notre mission ou si on la trahit ? Ça, c'est quelque chose qui relève de chacun de manière personnelle et intime. On sait si on trahit ou si on remplit la mission. Et ça, c'est à chacun de le dire, de le sentir. Oui, ou de l'ignorer. Ou de l'ignorer. Non, mais ça, trahir, c'est ignorer. Pour moi, c'est une forme de trahison. Bien sûr. Genre les traîtres le disent rarement. Bah ouais, mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses et la manière dont on vit aujourd'hui, on peut plus ignorer certaines choses. On est obligé. Là, il y a eu des précédents. Il y a eu déjà. On est dans une continuité, donc c'est un choix d'ignorer ça. Donc, pour moi, c'est plus de l'ordre de la trahison, d'ignorer ce qui se passe, d'ignorer qu'on va laisser un monde à nos enfants et qu'on a envie que les choses changent. Après, la trahison, on ne va pas discuter là-dessus, mais la trahison, le traître en l'occurrence, si on l'écoute, c'est nous qui le voyons comme traître. Lui, il ne se voit pas du tout comme traître. Après, encore une fois, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir de l'indulgence en disant il y a des gens qui n'ont pas forcément assez confiance en qui ils sont, qui ont peut-être pas justement, qui ont peut-être une mémoire, une histoire en fragments, et qui sont fragmentés à l'intérieur, qui ont une identité trop fragmentée, qui veulent se conformer. Et il y a plein de choses dans l'histoire qui l'expliquent aussi, en fait. Donc, même en étant indulgent, je parle de trahison, mais quelque part,
tout le monde a ses raisons, en fait. C'est ça qui compte. Mais moi, j'ai une certaine forme de radicalité sur ces questions-là. Parce que je pense que c'est des questions urgentes. Parce que je pense que quand même, Baldwin, c'est les années 50, on est en 2020. Il y a encore des thèmes qui sont tellement contemporains qui... Et je me dis quand même, il faut qu'on sorte de là un jour. Il faut qu'on arrive à sortir de là. Et on doit faire le nécessaire pour sortir de là. Bon courage à tout le monde. Donc, on parlait des auteurs préférés, donc Baldwin, mais pas que, je suppose. Non, mais j'en ai plein, mais c'est toujours des questions très, très compliquées. J'aime beaucoup Virginie Despentes, par exemple, dont je parle souvent. Moi, j'aime bien l'écriture de la marge. Pas que sur les thématiques qui sont abordées dans les différents romans, parce que j'aime les romans, mais aussi sur le style, c'est-à-dire sur l'écriture, c'est-à-dire lire quelqu'un et sans voir le nom sur la couverture, savoir que c'est lui ou que c'est elle. Je trouve que c'est ça qui... Et donc, j'aime bien quand c'est pas académique, quand c'est... Ouais, c'est des sensibilités qui me touchent et des manières de transmettre qui me touchent. Donc, si je dois en dire deux, je dirais ces deux-là. Ok. Je pense qu'il y a des auteurs que vous n'avez pas encore lus. Bien je vous sûr. souhaite, en et tout heureusement. cas. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des auteurs dont vous attendez, chérissez le moment où vous allez les découvrir? Les découvrir, Ouais. c'est-à-dire un auteur que j'aurais jamais lu et que j'aimerais découvrir. Ouais. Je sais pas, là, c'est une question qui est un peu compliquée. Tout de suite, je vois pas, là. Non. Parce que si j'en suis à ce point d'attendre et de chérir le moment où je vais les découvrir, je les aurais déjà découverts. Je suis trop impatiente pour ça. Mais après, moi, j'aime bien les surprises. J'adore qu'on me conseille des livres. J'adore flâner dans les librairies. Des fois, juste, il y a un titre ou un nom qui m'évoque un truc. Je vais acheter le livre et j'ai cette curiosité-là. J'aime bien découvrir des auteurs que je connais pas. Pour revenir à la discrétion, sans dévoiler encore une fois ce qui est dit, on peut même faire le lien avec les livres précédents, c'est que vous abordez souvent des thèmes comme ça, ça passe presque inaperçu, mais pas, sur des faits, sur des moments, sur des sentiments, sur des émotions. Et si vous me permettez, je vais lire quelques passages. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas si on dit Hanna ou Henna. On dit Henna. Donc voilà, Henna s'est fait la réflexion dès le début, pour une fois que j'intéresse un arabe. D'habitude, arrivé à un certain degré de réussite sociale, les garçons arabes se pavanent au bras d'une femme blanche comme preuve ultime et irréfutable de leur succès. Et parfois, ils ne se contentent pas de ça. Ils racontent aussi qu'ils n'aiment pas les filles arabes, qu'ils ne les envisagent pas. Ils disent avoir l'impression de commettre un inceste. Ils racontent des sornettes du type « trop de familiarité, ça tue le désir ». Mais ils n'épousent pas des filles noires pour autant. Ça, non. À la Ligue de l'intégration réussie, la femme blanche aux cheveux raides, c'est la cerise sur le gâteau. On parle de ça ou pas? Bah, bien sûr, on peut parler de tout. Et de la femme blanche, ils acceptent ce que jamais ils ne toléreraient d'aucune fille arabe. Mais on parlait tout à l'heure de se conformer. Là, on est pile dans ça, c'est-à-dire que j'ai pas de ressentiment particulier à l'égard des garçons arabes. J'essaie juste de montrer, en fait, de le raconter, ça. Il y a une réalité aujourd'hui qui est conditionnée par la hiérarchie coloniale, par l'histoire des parents, par ce que c'est quelque chose de beau, qu'est-ce que c'est une fille digne d'intérêt, et d'où ça vient ces imageries-là, d'où elles viennent. Je raconte aussi au début du roman, et sans déflorer encore une fois, mais que le garçon de la fratrie, Omar, il regarde une fille américaine qui n'est pas très jolie, mais il se dit ma mère, elle la trouverait belle, parce qu'elle est blanche, et qu'elle a les yeux bleus, et qu'elle a les cheveux blonds. Mais en fait, en regardant bien ses traits, non, elle n'est pas très jolie. Mais elle ferait un malheur au hammam du village. Oui, parce qu'il y a aussi un conditionnement et une implication de l'histoire et de l'histoire de la domination qui est entrée dans toutes les sphères et même dans la construction psychologique de cette génération, c'est-à-dire de leur goût, de leurs préférences amoureuses. Elles ne sont pas neutres, en fait. Elles ne sont pas dénuées de ces éléments-là. Donc, j'avais envie de leur raconter pour ça, et aussi pour
quand même pour dire à quel point, en tant que femme, racisée en général, là c'est en l'occurrence arabo-berbère, on va dire, des femmes du Maghreb, quoi, il y a une dimension comme une petite longueur d'avance sur ces questions quand même, ce que j'ai constaté en tout cas. Et qu'on souffre plus de ces inégalités-là en tant que fille. Je suppose que vous en avez parlé à vos confrères arabes, qui sont peut-être avec des filles blanches. En fait, vraiment, c'est un sujet qui est délicat parce que moi, j'ai pas de jugement sur les choix des uns et des autres, mais juste un petit peu de lucidité, ça nous aiderait à comprendre en fait nos mécanismes à nous. Donc oui, c'est vrai que, surtout qu'on est dans une société qui a beaucoup encouragé le métissage, et pas forcément pour les bonnes raisons, donc c'est bien de le comprendre en fait. C'est-à-dire de ne pas marcher avec des fils comme les pantins qui nous tirent, en ayant l'impression d'être autonome en fait. Il y a des choses où il faut comprendre d'où ça vient, et puis après on peut décider de ne pas couper les fils, mais juste savoir qu'il y en a, et même si c'est des fils transparents, bah, ils sont là. Moi j'aime bien savoir qu'il y a des fois des raisons qui m'appartiennent pas. Parce que du coup, je peux prendre des décisions, je peux reprendre le pouvoir, je peux décider de le faire ou de pas le faire, je peux décider de suivre ou de pas suivre, mais en tout cas, je sais où j'en suis. Et ça me paraît quand même quelque chose qui est important. Très bien. Bon, juste pour élargir un peu l'idée, c'est que là, effectivement, parce que le roman s'y prête, mais on parle du garçon arabe, mais c'est quelque chose qui est vrai pour d'autres. Bien sûr. C'est pas du tout quelque chose qui concerne uniquement l'homme arabe. Et dans votre roman, dans celui-là et dans Un homme, ça ne pleure pas, si je ne me trompe pas, vous donnez la valeur monétaire des choses. C'est-à-dire, on achète une chemise et on sait où est-ce qu'on l'a achetée, on connaît le prix. On paye le parc-mètre et on sait combien on a payé. On achète ce petit café et on sait combien on paye. Et pourquoi c'est important de donner la somme des choses? Moi, j'avais envie d'inscrire ce roman dans un tableau concret, je sais pas comment dire. Là, quand on parle de ça, moi, j'ai des images vraiment de... c'est dans le ciment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent ces choses aussi parce qu'ils sont dans un contexte particulier, ils ont une manière de vivre particulière, il y a des codes particuliers, et tout ça, ça dessine le tableau. C'est-à-dire, ils vont faire leurs courses à tel endroit, voilà ce que ça leur coûte, voilà comment ils vivent, en fait, ça détermine les choses aussi. Donc j'avais envie de les inscrire et de mettre la marque du polo ou de la voiture, et de dire qu'elle l'a chiné sur le Bon Coin en début d'année, et de dire que elle va faire ses courses à tel endroit. Pour moi, ça raconte qui ils sont aussi. Et c'est aussi un plaisir pour moi de décrire ce réel-là. Qui n'est pas un réel, en fait, qui est très... pour beaucoup, qui n'est pas suffisamment noble pour apparaître dans un roman de littérature. Et pour moi, ça compte, quoi. C'est un moment. Je parlais de témoins tout à l'heure, mais c'est des photographies. C'est-à-dire qu'à tel moment, ces familles-là, elles vivaient comme ça. Il y a un passage assez tôt dans le roman où on parle de la consultation chez le médecin et comment Yamina est reçue par ce médecin. Ouais. Comment, l'air de rien, finalement, elle est complètement méprisée par cet homme, hyper paternaliste, qui est... En fait, il n'y a rien qui va dans cette consultation, mais c'est tellement banal et c'est tellement accepté que ça n'a pas l'air d'être ce que c'est. Et donc, c'est compliqué de le raconter, c'est compliqué de le dire, c'est compliqué de rendre les choses... de rendre cette réalité-là dissible, parce que ça a l'air gentil, en fait, mais une remarque déplacée par-ci, une par-là. En fait, moi, c'était à la fois pour raconter la manière dont la mère se rend sourde à ces choses, et de dire peut-être que c'est volontaire, parce que si on s'arrête sur chaque chose, c'est un enfer. Et en même temps, c'est pour dire, voilà ce que nous, on encaisse en tant qu'enfant. C'est ces silences qu'on encaisse, c'est cette indifférence feinte à l'humiliation qui est subie.
et comment ça rend en colère, en fait. Et comment ça... En plus, on a l'impression que si on le dit, c'est trop petit, c'est trop fin pour être entendu, donc peut-être on le dit pas. Et aussi, c'est tout ce temps énorme qu'on perd à se poser toutes ces questions, à observer les choses, à se demander si c'est normal, si le médecin dit cette chose, est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est parce que la mère porte un foulard, et en fait, il y a tout un ensemble de choses qui est de la pollution et qui est avec quoi on doit vivre tous les jours. Et donc, à un moment, ça fait une accumulation. Et c'est pour ça qu'il y a un des personnages où je dis qu'elle est pleine de soufre, elle est incandescente, elle est prête à exploser parce que ça fait trop longtemps que ces choses se passent sans qu'elles aient l'air de rien. Sauf qu'elles existent. Il faut les dire. Il faut dire que c'est pas normal. Justement, le peu de fois ou les fois où vous dites que c'est pas normal dans votre quotidien, vous, est-ce que c'est entendu? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est de l'ordre de l'exagération? Est-ce que, pour ceux qui entendent ces remarques-là, c'est... Non seulement c'est violent de le vivre, mais c'est extrêmement violent de le raconter et de ne pas être pris au sérieux ou d'être discrédité. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de dire, voilà, telle chose, elle ne me plaît pas pour telle raison, parce que je fais confiance quand même à ma capacité à savoir si une remarque est déplacée ou non et pour quelle raison elle l'est, etc. Mais si on le dit et qu'on est taxé de paranoïaque ou qu'on nous dit par exemple victimaire, eh ben, c'est encore plus violent parce que ça discrédite complètement notre légitimité à refuser ça. Donc c'est hyper délicat comme sujet. D'une manière générale, est-ce qu'on peut dire que ces émotions-là sont niées? Mais absolument, elles sont niées, bien sûr. En fait, c'est même pas que les nôtres qui sont niées. C'est les nôtres, celles qu'on a observées avant nous. Donc ça fait beaucoup de choses, là. C'est beaucoup. Comme c'est nié, ça n'existe pas. Oui, donc quand on commence à le dire, quand on commence à le lire ou à l'écrire, c'est presque c'est de la science-fiction pour certains. Et c'est de l'exagération, évidemment. Mais parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui n'est pas dit, mais qui est que nous, on doit accepter ça et qu'on doit encaisser ça, qu'il n'y a pas de mal. C'est-à-dire quand ça nous touche, nous, c'est pas grave. Mais ça c'est terminé. Ce que j'ai apprécié dans le roman, c'est que justement, on arrive à cerner, à lire, à deviner ces petits moments un peu racistes, des phrases un peu assassines et tout. Mais dans le roman, à un moment donné, on se retrouve de l'autre côté, justement face à cette fille un peu incandescente. On découvre l'envers du décor. C'est-à-dire que même les personnes qui se trouvent à sortir des phrases un peu racistes, assassines et tout, et qui s'en rendent pas compte pour la plupart, finalement, là, il y a dans le roman, ces personnages-là on a le background quelque part, donc on sait que ça se passe mal à la maison, que ceci, que cela. Donc du coup, vous les humanisez, et du coup, il y a un moment où moi, j'ai bien sûr qu'ils existent et qu'ils ont une vie et que c'est pas juste des pantins qui sont là au moment où ils nous sortent les phrases, mais là, c'est comme si on comprenait quelque chose. Moi, ça a fait tilt en me disant, cette scène-là, je l'ai vécue 1 milliard de fois, mais pour la première fois, je suis de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que je vais apprécier la personne, mais tout d'un coup, elle devient humaine. Alors, ça, c'est une espèce de glissement que j'ai cherché à faire dans ces scènes. J'ai voulu, en effet, humaniser l'autre. Et en même temps, c'est une invitation. Quelque part, si je dois être honnête, inconsciemment, pour moi, c'est une invitation à ce que l'autre en fasse de même. C'est-à-dire que se mettre à la place d'eux, essayer de comprendre pourquoi tel ou tel a été peut-être méprisant, condescendant, etc., c'est quelque chose pour moi qui est une gymnastique qu'on fait depuis toujours, se mettre dans la peau de l'autre. C'est-à-dire... l'identification, c'est quelque chose qu'on apprend à faire parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de le faire. Déjà, pour dédramatiser, on doit le faire seul, tout ça, tout ce processus, on le fait tout le temps.
Donc c'est en même temps une invitation à ce que celui qui est de l'autre côté de la vitre, il fasse la même chose. Parce que là, on l'a fait beaucoup, et que peut-être, ça aiderait tout le monde à ce que les choses se passent mieux si si le mouvement changeait un peu. C'est-à-dire que, sans spoiler la scène, mais c'est un agent d'État à la préfecture qui se montre condescendante envers la mère, et les choses s'embrasent un peu, et puis on est dans sa peau, donc on a de l'empathie pour elle. Mais à quel moment elle se met dans la peau de l'autre pour avoir de l'empathie et pour que les choses soient à égalité, au moins de cet aspect-là, parce que de toute façon, elle est agent d'État, elle a gagné. Elle est derrière la vitre, elle a gagné. Donc, s'il y avait un peu d'empathie, on serait moins désavantagés. Un peu moins désavantagés, les choses seraient peut-être un peu plus simples. Dans les dires de l'agent d'État, elle est persuadée qu'elle n'a pas gagné en étant là où elle est. Absolument. C'est ça qui est dingue, c'est que même quand tu gagnes et que tu es dans la peau du vainqueur, c'est que tu as encore la sensation d'être du côté des vaincus, finalement. Oui, après ça, c'est l'éternel débat de ceux qui ignorent leurs privilèges. Mais elle, ce qu'elle sent, c'est que elle devrait pas faire ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour les comprendre. Elle est agent d'État, elle a une tâche à remplir, et elle estime que déjà, si elle a parlé de cette façon-là pour se faire entendre, c'était déjà pas mal, elle a fait un effort. Mais en fait, tu sais, le fait de jamais faire d'effort, le jour où t'en fais un, c'est un truc de fou. T'as l'impression d'avoir retourné la planète. Mais voilà, l'idée, c'est de dire que ce glissement, il serait temps qu'il se fasse dans les deux sens. J'entends bien. La discrétion, c'est pour qui ? Alors, la discrétion, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour les gosses en colère, c'est pour tous les enfants qui cherchent une harmonie, c'est pour nos mères, c'est pour saluer le miracle qu'elles ont accompli et qui est invisibilisé, c'est aussi pour que nos récits existent, et c'est pour contribuer à ce que nos enfants aient une mémoire un peu moins fragmentée que la nôtre, et qu'ils aient aussi des références et des histoires et des récits auxquels s'identifier, et pour rendre les choses plus simples. En fait, l'idée de ce roman aussi, c'est que c'est une porte ouverte. C'est-à-dire, c'est des fenêtres ouvertes et des portes ouvertes sur des récits et des lieux qu'on n'a pas l'habitude d'explorer de cette façon, même si ça a l'air d'être des thèmes qu'on a abordés des milliards de fois, mais pas comme ça, et pas de cette façon-là. C'est une invitation aussi pour les gens qui ne sont pas du tout familiers de ces récits, et qui auraient au moins la curiosité de comprendre, et de faire ce glissement dont je parlais, de se mettre à la place, de comprendre d'où vient cette colère, comment les choses se sont construites, de comprendre de l'intime. C'est-à-dire que moi, je leur prête les clés de chez moi. C'est ça que je fais, en fait. Je leur prête les clés, je leur dis, venez voir comment ça se passe. Je vous ouvre la porte pour de vrai. Et avec une littérature que j'ai pris soin de rendre accessible. Très bien. Merci Faiza Gueye. Mais avec plaisir. Et puis, bonne route. Bonne route. Merci beaucoup. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Sie adore Radio Kera Budisa. Keira'nın radyosunda söyle. Demal wax ko ci radio Keira. Radio Keira da kasay buke. Opowiedz to w Radio Keira.